Bonjour à tous, bienvenue encore une fois à un de nos webinaires. Le mois d'octobre, comme vous avez probablement remarqué, c'est le mois de la fiscalité pour le groupe Conseil d'Agneau. Alors, vous avez eu l'opportunité d'écouter en début de mois Peter Bowen, qui était le fiscaliste chez Fidélité, qui a parlé de la structure corporative. Mais là, aujourd'hui, on va avoir Ghislain Maillet. Ghislain, pour plusieurs d'entre vous le connaissez, c'est un de nos partenaires importants. Et Ghislain va continuer dans le volet fiscal en parlant de revenus fiscalement avantageux. Alors, certainement, il va avoir l'opportunité de revenir sur certains points de la structure corporative, mais souvent, nos clients nous entendent parler de cette fameuse structure-là, les revenus avantageux. Pourquoi payer de l'intérêt quand on peut générer du gain en capital? Alors, certainement, Ghislain va nous en parler et entre autres, je pense qu'il a un exemple concret à nous montrer. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Ghislain. Ghislain, c'est à toi. Merci beaucoup, Guy. Plaisir d'être là. Bonjour à tout le monde. Très content et fier de faire partie d'un partenariat avec le groupe. Les solutions fiscalement optimisées de Fidélité, ça vient de la combinaison de deux éléments, deux solutions qui ensemble créent un effet synergistique. Donc, Guy l'a bien dit, ça commence avec une structure coopérative. On a déjà parlé dans la dernière conférence. On va retoucher un peu la base de la structure coopérative, mais on va surtout focuser sur la retraite ou comment générer un cash flow ou un revenu de son portefeuille taxable ou de l'argent non REER à l'extérieur du REER de façon fiscalement optimisée. Ou, pour chaque dollar que vous pouvez sortir de votre propre portefeuille, payez le moins d'impôts possible ou du moins le repousser au maximum. Donc, quand ça vient de l'efficacité fiscale, ça vient à ça. J'ai déjà touché ça. Il y a deux techniques de base. Clairement, la fiscalité peut être beaucoup plus complexe. On peut tout introduire toutes sortes de structures, etc. Mais en bout de ligne, ça se résume en deux techniques. Technique numéro 1, c'est payer moins d'impôts, économiser. Là, il faut faire attention parce que l'efficacité fiscale passe toujours en deuxième priorité. La première priorité, c'est le rendement ajusté au risque. Et ça, c'est une question personnelle que vous devez passer à travers avec votre équipe pour voir qui vous êtes comme investisseur, quel type de profil de portefeuille, le mix action versus obligation et tout ça. Mais une fois que vous avez un profil et que vous avez un portefeuille quelconque que vous voulez mettre en œuvre, après ça, vous avez à votre disposition des façons d'investir qui vont générer des distributions taxables moins élevées que d'autres. Et c'est ce qu'on va commencer avec ça, comment économiser ou payer moins d'impôts basé sur le rendement que vous allez générer. Après ça, la deuxième technique, c'est la deuxième partie de la présentation, celle qu'on va passer un petit peu plus de temps, c'est comment reporter l'impôt. Maintenant que vous êtes en train de minimiser, mais pas éliminer, mais minimiser les impacts fiscaux chaque année, après ça, quand on se verse un revenu, comment est-ce qu'on fait pour différer les gains au capital qu'on a accumulés pendant une période d'accumulation ou l'accumulation de l'économie vers la retraite. Donc, on va traiter les deux, mais une chose est claire, si quelqu'un se prend d'avance avec leur compte taxable ou leur compte corporatif, ils pensent loin d'avance comment ils veulent investir et comment ils veulent générer un revenu plus tard à la retraite. Le plus d'avance qu'on se planifie, le mieux que votre équipe peut utiliser les solutions fiscalement optimisées de Fidélité ou ailleurs pour vous mettre en bonne position, pas pour éliminer l'impôt, mais la minimiser et la reporter. Je pense que c'est possible. Alors, je commence avec la première partie de la présentation, croissance fiscalement sensée via une structure de capital. Alors, les avantages de la catégorie de société, puis là, il y a différents termes pour la même chose. Structure de capital, catégorie de société, capital structure, class funds. Les quatre termes que j'ai utilisés là, et il y en a d'autres, là, ça veut tout dire la même chose. C'est enregistrer vos investissements sous les lois fiscales corporatives. C'est-à-dire, au lieu d'acheter une part d'une fiducie, la plupart des fonds mutuels typiques, les fonds négociés en bourse, ou si vous achetez des stocks, des obligations directement, si vous faites ça, vous êtes dans le cadre de la loi fiscale de fiducie. Si vous utilisez une structure corporative, des class funds, des capital structures, ces différents termes-là qui veulent dire la même chose,
vos placements sont sujets aux lois fiscales corporatives. Il y a des différences corporatives à certains avantages. Donc, quand ça vient aux lois de fiscalité, ce que vous voyez à l'écran, je vais sortir mon petit stylo là. Ici, c'est les lois de fiducie, donc des fonds mutuels traditionnels, quand vous achetez des actions directement, des obligations directement, puis des fonds de négociation en bourse. Quand vous êtes dans le cadre des lois de fiducie, vous retenez la nature fiscale de vos placements. C'est-à-dire, si vous achetez une obligation directement dans votre compte taxable ou dans votre compte corporatif, une obligation, un CPG, un produit de revenu fixe, ça va éventuellement distribuer des revenus d'intérêt. Et vous allez retenir ce revenu d'intérêt dans sa propre source. Puis au Canada, un revenu d'intérêt, c'est 100% taxable. Si vous gagnez 5 000 $ d'intérêt en 2022, vous allez déclarer 5 000 $ d'intérêt pour ce retour d'impôt-là. Si, par contre, au lieu d'acheter un fonds mutuel traditionnel ou un placement traditionnel, vous nous laissez, nous, acheter cette obligation-là via les fonds corporatifs de fidélité, vous allez recevoir les 5 000 $, ça vous appartient, mais au lieu que ce soit une distribution de 5 000 $ d'intérêt, c'est 5 000 $ qui s'ajoutent à votre compte. Et donc, la valeur marchande augmente au même titre que l'intérêt qu'a rentré. Et dans le processus, ça crée un gain en capital différé. Donc, taxable au gain en capital. Donc, on parle de la moitié de l'impôt sur chaque dollar d'intérêt qui est généré par votre portefeuille, encore une fois, strictement dans les comptes taxables ou comptes corporatifs. Au Canada, la Bourse canadienne, même si elle performe bien cette année, puis il y a des années qu'elle performe mieux que d'autres, puis des fois moins, ça reste une bourse non diversifiée. Donc, pour la grande majorité des investisseurs, en fait, c'est pas la totalité des investisseurs, on n'a pas le choix d'aller à l'étranger pour arrondir la diversification d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue devise, d'un point de vue... en fait, il n'y a presque pas de multinationales au Canada. Pour plein de raisons, un portefeuille canadien a besoin d'un contenu étranger important. Un des problèmes à diversifier dans le contenu étranger, c'est que si vous achetez une compagnie comme Apple ou n'importe quelle compagnie à l'étranger qui paye un dividende, bien, ce dividende-là, ce n'est pas taxable comme un dividende canadien. C'est taxable comme un salaire ou comme une distribution d'intérêt. Donc, si vous achetez le stock Apple directement dans votre compte taxable ou vous achetez un fonds mutuel qui n'est pas en structure corporative ou un fonds de négociation en bourse et à l'intérieur de ces produits-là, il y a des dividendes étrangers. Puis je sais que ce n'est pas la grosse partie du rendement souvent, mais c'est une partie du rendement récurrent. C'est une bonne stratégie d'investissement, des stocks à dividendes en général. Ben, ce revenu d'étranger-là, c'est 100% taxable. Si nous, on vous achète Apple, je crois Apple, mais ça s'appelle n'importe quelle compagnie, là, c'est nous qui vous l'achète pour vous. De point de vue économique, vous êtes exposé au même stock, vous avez le même rendement du stock, mais puisque vous avez passé par une catégorie de société, encore une fois, quand le dividende rentre dans le compte, ça augmente la valeur marchande du compte relative à votre PBR, votre coût de base ajusté, et donc, ça crée un gain en capital différé, qui est encore une fois 50% moins taxable que recevoir une distribution de revenus étrangers. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. Donc, des dividendes canadiens, si vous achetez la Banque Royale et que nous, on achète la Banque Royale, et pour vous, ben, vous allez collecter le même dividende, vous allez retenir le même traitement fiscal. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage. Quand ça vient aux distributions de gains en capital, disons que vous achetez un fonds mutuel traditionnel, puis le gestionnaire fait des changements dans le portefeuille pour s'adapter aux conditions actuelles, pour continuer à bien performer. Mais s'il fait des changements, s'il a vendu, comme par exemple, cette année, l'année passée, on a pris beaucoup de profits dans le secteur technologique pour acheter des compagnies plus valeurs, plus cycliques, des compagnies de ressources naturelles, même des compagnies de pétrole dans certains cas. Donc, on a pris des profits dans des titres technologiques qui étaient en position de gain pour acheter d'autres titres qui, d'après nous, vont mieux performer, surtout dans un monde inflationniste ou dans une réouverture complète éventuelle de la COVID. Bien, quand il y a des changements qui génèrent des gains en capital, dans les deux cas, que ce soit un fonds mutuel traditionnel ou un fonds mutuel dans une catégorie de société, vous allez recevoir des distributions de gains en capital. Mais historiquement, une catégorie de société,
les distributions sont plus faibles. Ceci dit, on ne peut pas éviter les gains au capital. Vous allez en avoir, surtout si nos gestionnaires font une bonne job, mais historiquement, comme je vais vous le montrer dans les prochaines acétates, c'est moins. Dans les deux cas, vous avez accès à des distributions de remboursement de capital, qui est le deuxième module de cette présentation-là. Et dans les deux cas, les frais de gestion sont toujours déduits et déductibles à l'intérieur du fonds. Donc, à ce côté-là, c'est la même chose. Donc, bref, l'avantage, les deux avantages principaux d'une structure corporative, catégorie de société, c'est que même si vous voulez un portefeuille plutôt conservateur et très bien diversifié à l'étranger, vous n'allez jamais recevoir du revenu d'intérêt qui est 100% taxable, jamais recevoir du revenu étranger qui est 100% taxable. Vous allez recevoir strictement des dividendes canadiens. Ça, c'est distribué à la fin novembre de chaque année. Et des distributions de gains au capital. Et ça arrive à la fin du mois de janvier de chaque année. Ceci dit, en janvier 2021, il n'y a eu aucune distribution de gains au capital. Janvier 2022, par contre, je suis pas mal sûr qu'il va en avoir. Si on regarde l'historique, pour démontrer que ce n'est pas juste du blabla, il y a un avantage réel. Ici, ce qu'on compare, c'est un produit que, d'ailleurs, le groupe a adopté dans leur modèle. C'est-à-dire, le portefeuille revenu mondial, c'est un portefeuille, si je peux me permettre à l'équipe, Guy, puis Myriam et tout le monde, que vous l'avez adopté dans votre portefeuille dans certaines situations. C'est surtout pour les comptes taxables. Vous l'achetez avec la version catégorie. C'est un portefeuille qui est 60% revenu fixe, 40% en actions. Donc, c'est plutôt conservateur. Ça vous permet de combler le besoin de revenu fixe. Puis après ça, vous pouvez enrober le portefeuille avec d'autres positions. Mais ici, ce que vous voyez ici, c'est l'historique d'impact fiscal du portefeuille revenu mondial versus le même portefeuille en version fiducie. Parce qu'à Fidélité, il y a beaucoup de nos fonds qui sont disponibles dans les deux versions. Une version pour les comptes taxables, une version pour les comptes REER. Parce que dans un REER, ça n'a pas de différence de distribution. C'est du REER. Tout va être du salaire plus tard. Mais on peut voir que quand on compare les deux, puis la performance, c'est la même chose. Là. Il y a des petites différences à droite et à gauche, mais ce n'est pas à cause qu'on charge des frais de plus ou de moins. C'est une question de la taille d'un fonds versus l'autre et le timing de différentes entrées et de sorties. Mais en gros, c'est la même performance, même frais, mais ce n'est pas la même fiscalité. Si je garde 2015, le portefeuille revenu mondial version catégorie, nos investisseurs n'avaient rien à rapporter. Total de discussion, c'était 0. Tandis qu'en 2015, pour la version fiducie, qui n'est pas dans une structure coopérative, ben, pour le même rendement, les clients ont dû déclarer 4,83 %. Si quelqu'un investit 100 000 $, ben, il fallait déclarer 4 830. Si quelqu'un investit 1 million, ben, ça monte vite. Et c'était du gain au capital, qui est taxable à 50 %, du revenu étranger, taxable à 100 % et un petit peu de dividende canadien. 2016, ça se ressemble un peu. 1,88 % pour le portefeuille revenu, puis 2,17, un petit peu plus pour la version fiducie. Puis après ça, on peut voir que année après année après année, la distribution totale du même fonds en version catégorie est à peu près, on va dire, 1,8 à 2 % de moins que le même fonds pour la même performance. Donc, preuve qu'il y a un avantage fiscal à incorporer vos placements dans vos comptes taxables ou vos comptes coopératifs. Il n'y a pas de coût d'incorporation, il n'y a pas de logistique additionnelle. Il suffit de choisir la version catégorie et votre groupe est déjà très confortable avec ça depuis plusieurs années. Qui font affaire avec Fidélité, ils connaissent très bien cette structure-là. Alors, s'il y a des questions sur cette structure-là, etc., soyez pas gênés. Je pense qu'on prend les questions à la fin cette fois-ci, mais il n'y a pas de stress, soyez pas gênés, on est là pour répondre à vos questions. Alors, je passe à la deuxième partie de la présentation. Ceci, c'est plus pertinent pour les gens qui sont à la retraite, mais même si vous n'êtes pas à la retraite, et même si vous êtes loin de la retraite, vous pouvez quand même planifier pour utiliser cette solution-là, parce que ça marche très bien, surtout quand on a déjà accumulé dans des fonds catégories. Parce que si vous avez déjà accumulé dans des fonds catégories avec tous les avantages fiscaux qu'on a déjà nommés, quand ça vient le temps d'activer du revenu de ce portefeuille-là, on peut activer le revenu
sans nécessairement vendre des positions, parce qu'il y a trop de monde, puis on le voit souvent dans notre domaine. Les gens accumulent. Quand ils arrivent à la retraite, premièrement, ils se disent « Ah, ben, faut que je change mon portefeuille, j'ai la retraite maintenant. » Que ce soit complètement différent. Ça, ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que même quelqu'un qui passe à la retraite, en général, il y a un horizon de placement de 20, 30 ans, etc. Donc, on peut faire des changements de portefeuille, il n'y a pas de doute. Mais on n'est pas obligé de changer un bon portefeuille performant à long terme juste à cause qu'on veut se verser un revenu tous les mois. Avec nos versements fiscalement optimisés de fidélité, vous pouvez simplement activer un revenu mensuel que vous allez recevoir le dernier jour d'affaires de chaque mois sans créer une disposition. Une disposition en termes fiscaux, c'est vendre pour acheter quelque chose d'autre. Puis si vous vendez pour acheter quelque chose d'autre, bien, tous les gains que vous avez accumulés pendant votre période d'accumulation de vie, bien, vous allez commencer à payer des gains au capital là-dessus. Et comme ça, votre pot d'argent pour financer votre retraite va prendre un coup. Vous allez faire un chèque à Revenu Canada. Ce chèque-là, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez le différer à plus tard. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand ça vient le temps de vous verser du revenu, vous avez le choix. Historiquement, on avait une option à 8 %, une option à 5 %, mais depuis le 14 septembre de cette année, nous avons maintenant une option pour personnaliser votre revenu mensuel. En d'autres mots, avec votre équipe, vous pouvez choisir un montant au dollar près de votre choix entre 0 et 8 % de votre portefeuille. Si vous voulez plus que 8 % de votre portefeuille, vous pouvez toujours, mais il faut faire des ventes et ça sera un petit peu moins efficace d'un point de vue impôt. Mais si vous êtes capable de prendre un cash flow qui est à l'intérieur des bandes de 0 et 8 %, puis pour la plupart des plans financiers, si vous avez accumulé assez d'argent, un taux de retraite de 4, c'est l'idéal parce que c'est très soutenable dans le temps, même s'il y a de l'inflation. Ce qui est populaire aussi, c'est 5. Mais ça aussi, à moins que les rendements soient très, très faibles, l'inflation est très, très élevée et vous allez vivre 50 ans dans la retraite, c'est quand même assez soutenable. Dans les 6-7 %, il faut un portefeuille pas mal à la bourse pour soutenir ça à long terme. Mais ceci dit, ça, c'est un travail qui se fait avec votre équipe, avec Guy, avec Claudine, avec votre équipe pour bien vous conseiller. Mais les solutions fiscalement optimisées de fidélité vous permettent de fixer un montant mensuel. Vous allez recevoir ce montant-là le dernier jour d'affaires de chaque mois. Donc, c'est très, très flexible. La deuxième amélioration qu'on a apportée le 14 septembre, c'est une façon de changer le profil de votre portefeuille libre d'impact fiscal. C'est-à-dire que, disons que vous êtes, moi personnellement, je suis 100% à la bourse. Mais disons que dans le futur, je veux calmer un peu le portefeuille, je veux acheter un fonds équilibré, je vais ajouter un peu de revenus fixes pour que le portefeuille soit un petit peu moins volatile, mais je vais être capable de graduellement changer mon portefeuille sans payer de l'impôt sur les gains que j'ai accumulés sur mon portefeuille, qui est 100% d'actions aujourd'hui, via une réaffectation des liquidités. C'est-à-dire que j'active un revenu mensuel de mes comptes existants, mais au lieu de prendre cet argent-là, je l'envoie dans un autre fonds ou dans une série d'autres fonds qui peut être plus conservateur. Donc, ça vous offre tout simplement une flexibilité de faire des changements dans votre portefeuille pour adapter le portefeuille selon votre profil et selon le conseil de votre équipe. Alors, quand vous prenez des versements fiscalement optimisés, ben, d'un point de vue fiscal, ça ressemble un peu à ça. Là, ça a l'air un peu compliqué, je vais l'expliquer. Ici, c'est l'exemple traditionnel de le passé, où c'est un versement de 5 %, mais le 5 % est ajusté chaque année. Avec les versements constants qu'on vous offre maintenant, vous pouvez le fixer comme ça. Les versements mensuels ne changent pas. Vous pouvez le fixer plus haut, vous pouvez le fixer plus bas. Vous avez complètement la flexibilité. Donc, je vais prendre un exemple ici, on l'a fixé à 3 000 $ par mois. Puis ici, c'est basé sur un investissement d'1 million. Donc, ce n'est pas un taux de retraite très élevé, là, mais c'est très soutenable à long terme. Et on a pris une période un peu rough pour prendre sa retraite, juste avant 2008. Donc, c'est un scénario où quelqu'un a pris une retraite avant la deuxième pire correction boursière de l'histoire de la bourse. C'était pas mars 2021, c'était
C'était vraiment 2020, j'aimerais dire, c'était vraiment 2008 qui était une correction majeure. La plupart des bourses ont corrigé d'à peu près 50 %. Dans ce cas-ci, le portefeuille n'a pas descendu de 50 % parce que c'est un portefeuille équilibré, qui n'est pas complètement investi à la bourse, mais en partie. Donc, le million de dollars, au début, ben oui, il y aurait une fluctuation à la baisse. Donc, c'est là que c'est important de rien faire. C'est important de laisser fidélité, prendre avantage de la volatilité, faire des changements de portefeuille et avoir la patience pour laisser ces changements-là, ces adaptations-là être payants à long terme. Puis c'est exactement ce qu'on a vu avec ce portefeuille-là et plein d'autres. Donc, après toutes les chutes, ça récupère assez vite. Mais si on regarde de 2008 jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui aurait investi $1 million, aujourd'hui, ça vaut, ça dépasse un petit peu la setup, là, mais au-delà de 1,4 million de dollars. Par contre, chaque mois qu'on vous envoie de l'argent, la raison pourquoi le versement fiscalement optimisé, c'est efficace d'un point de vue impôt, puis je vais vous le montrer à quel point c'est efficace après, c'est parce que c'est un retour de capital, c'est un remboursement de capital. Au lieu de vendre des parts qui génèrent des gains au capital, puis vous envoyez ça avec une facture fiscale, ce qu'on fait, on vous redonne votre argent. Donc, vous avez investi $1 million, vous avez déjà payé vos taxes sur le million, un petit peu tous les mois, par petits coups, on vous la redonne, puis on vous la redonne, puis on vous la redonne, puis on vous la redonne. L'effet que ça d'un point de vue fiscal, c'est que ça diminue votre coût de base ajusté. La valeur marchande, ben ça dépend de la performance puis votre montant de retrait. Dans ce cas-ci, le portefeuille équilibre mondial a une performance au-delà du 5 ou du 3 000 $ par mois que quelqu'un prend. Si quelqu'un prendrait plus d'argent, 5 000 $ par mois, ben là, vous allez voir que le client a pris plus d'argent, donc à la fin, il ne reste pas 1,4 million, il reste à peu près 1 million. Donc, ça dépend tout de la performance du fonds ou du portefeuille, si c'est une série de fonds, votre appétit pour le revenu. Si vous avez un grand appétit pour le revenu, ben, c'est normal que le portefeuille, il en restera moins à la fin. Si vous avez un appétit raisonnable, vous pouvez maintenir votre capital, votre valeur marchande, je devrais dire. Puis si vous n'avez pas besoin de ton argent de votre portefeuille, le portefeuille peut même croître, même à la retraite. Donc ça, c'est tous des scénarios bien personnels. Donc ici, on peut voir que la ligne bleu léger, ben, c'est le coût de base ajusté. Donc, c'est la valeur comptable. Et la ligne bleu foncé, c'est la valeur marchande. Ce qui veut dire que, disons qu'en 2018, OK, il y a quelque chose qui se passe, il y a un décès. Donc, ça serait triste parce que ça veut dire que la retraite n'aurait pas été. Ça aurait été 10 ans, là. Soit il y a une vente présumée, un décès, ou vous avez un autre idée avec votre argent. Vous voulez acheter quelque chose d'autre, vous voulez la donner cet argent-là, ou vous avez une autre utilité pour cet argent-là. Ben, c'est là qu'il y aurait des gains en capital à payer, c'est-à-dire que la valeur marchande étant à ce point-là, on va dire 1,25 million de dollars, la valeur comptable alentour de, on va dire, 750 000 $. Donc, ça, c'est des gains au capital qu'on a différés. Au Canada, aujourd'hui, 50 % des gains au capital, ce n'est pas taxable, donc il n'y a pas de taxe sur la moitié. Puis sur l'autre moitié, si vous êtes taxé au plus gros taux au Québec, qui est à peu près 54 %, ben, dans cet exemple-là, du 1,25 million de dollars, il y aurait à peu près, là, je fais de la mathématique assez vite, il y a à peu près 100 000 piastres de taxes, ou à peu près, peut-être 120 000. Donc, sur le 1,25 million, il vous resterait 1,1 million net d'impôts. Ça, c'est après que vous avez reçu tous les mois 3 000 $ par mois pendant 10 ans. Et sur cet argent-là, vous avez payé de l'impôt, mais pas beaucoup. Je vais vous le démontrer très bientôt. Donc, la stratégie de versement fiscalement optimisé, c'est une stratégie de pousser les gains au capital le plus loin possible dans le futur. L'idéal, c'est pas de changer le portefeuille chaque année, c'est de pousser ça pendant des décennies. Par exemple, si quelqu'un prend 5 % par année, puis il y a des distributions d'à peu près 2 %, donc le retour de capital est à l'entour de 3 %, ben, ça veut dire que ça va durer 33 ans. Ben, je vais vous montrer avant qu'est-ce que ça veut dire, parce que vous n'avez pas encore vu l'impact de ça. Mais avant, juste d'un point de vue logistique, la question est
peut-être là dans le sens que, qu'est-ce qui arrive quand le PBR est à 0? Donc, dans quelques décennies, dans ce cas-ci, une fois que, disons, que vous avez tout dépensé votre argent, puis on ne peut plus vous faire du remboursement de capital, ben, vous ne pouvez rien faire puis continuer à recevoir le revenu. Ça va devenir du gain au capital qui est bien mieux que l'intérêt, qui est bien mieux que du revenu étranger, qui est mieux que du dividende aussi. Vous pouvez mettre fin à vos versements fiscalement optimisés. Il y a des gens que plus tard dans la retraite, ils n'ont pas le choix de prendre beaucoup d'argent dans leur REER, peut-être qu'ils dépensent moins aussi. Puis ils se disent, regarde, j'ai moins besoin de cet argent-là, je dépense moins, je vais arrêter de prendre le revenu. Mais comme ça, les gains au capital qu'on a différés, on continue à les différer dans le futur. Parce qu'encore une fois, payer des taxes plutôt que vous avez besoin, c'est très rarement de votre avantage. Parce qu'aussitôt que vous faites un chèque à Revenu Canada, c'est plus de l'argent qui est dans votre portefeuille qui fait un rendement pour vous. Ça disparaît pour toujours. Donc, différer de l'impôt, c'est économiser de l'impôt. C'est garder de l'argent dans votre avoir pour augmenter votre rendement composé. Puis après ça, il y a aussi des stratégies de bienfaisance pour ceux qui veulent être généreux. Si vous différez les gains au capital à la fin, vous pouvez faire un don de ces placements-là et vous ne payez pas du tout les gains au capital que vous avez différés pendant 30 ans. Donc, vous annulez la facture de gains au capital complètement, puisque vous avez fait un don, et vous recevez un reçu de don qui peut annuler d'autres. En tout cas, si vous êtes généreux, la stratégie fiscale avec ce produit-là est vraiment, vraiment intéressante. Mais je vous parle de remboursement de capital, puis je vous parle de remboursement de capital, mais pourquoi c'est bon pour vous? Parce que voici encore une fois, je n'ai parlé un peu, mais voici les chiffres. Ça, c'est les taux d'imposition. C'est les taux marginaux maximum. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Mais que vous déclarez moins d'argent, la différence est la même. Les revenus d'intérêt, les revenus étrangers à votre gauche, c'est très taxable. Donc, heureusement, avec la structure coopérative, on élimine la possibilité de recevoir ces deux sources d'impôts-là qui sont très taxables. Même si votre portefeuille génère de l'intérêt et du revenu étranger, on vous permet d'être diversifié, d'être consommateur, mais on élimine le fardeau fiscal qui vient avec cette diversification-là. Ça, c'est le bénéfice de la structure coopérative. Notre structure coopérative ne distribue pas des dividendes non déterminés, c'est toujours des dividendes déterminés qui sont sujets à des taux d'imposition plus faibles. Vous allez recevoir aussi des distributions de gains au capital. Ça, c'est à la fin du mois de janvier de chaque année. Des fois, il n'y en a pas. En général, il va y en avoir. Mais ce que vous recevez tous les mois et que vous contrôlez, c'est des distributions de remboursement de capital qui n'apparaissent en nulle part dans votre relevé d'impôt. Donc, quand vous versez un remboursement de capital, il n'y a rien à déclarer à Revenu Canada. Vous avez juste pris votre argent d'un remboursement de capital. Là, chaque fois que vous avez une machine Interact ou une machine bancaire, puis vous sortez 100 $, ça, c'est un remboursement de capital. C'est pas taxable, ça. C'est déjà de l'argent taxé et vous la reprenez de vos propres mains. C'est la même chose qu'on vous permet, c'est juste qu'on vous rend ça tout facile et ça sort d'un portefeuille. Et voici le résultat final. Alors, ceci, c'est la dernière acétate. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va vous démontrer à quel point il y a des avantages fiscaux énormes en utilisant la combinaison de la structure coopérative et des versements fiscalement optimisés ensemble une fois que vous êtes à la retraite et que vous voulez un revenu. Alors, c'est un tableau qui démontre l'impact fiscal de vos choix. Là, on n'a pas pris les gros taux d'imposition. Ça serait la prochaine acétate. Mais au lieu, on va prendre les taux d'imposition basés sur quelqu'un qui déclare 80 000 $ de revenus autres. Ça peut être un revenu de pension. Ça peut être quelqu'un qui travaille un peu comme quelqu'un a vendu sa business, mais il fait un peu de consultation, puis un peu de contrat à droite et à gauche, puis il gagne de l'argent au titre personnel. Ça peut être quelqu'un qui a de l'immobilier, qui reçoit du revenu immobilier au nom personnel. Bref, il y a des revenus en quelque part, à part du portefeuille à investir, qui amène le taux d'imposition à 80 000 $. C'est un scénario où quelqu'un investit 1 million de $, puis encore une fois, je prends le chiffre d'1 million, mais ça peut s'appliquer à 10 000 $, comme que ça peut s'appliquer à plusieurs millions. Ça n'a pas de différence de la taille. L'efficacité fiscale est là à tous les niveaux. Et quelqu'un, dans ce cas-ci, qui investit 1 million et veut 50 000 $ par année
de liquidité additionnelle. Donc, je vais me verser 50 000 par année d'1 million, qui veut dire 5 qui est tout à fait raisonnable. On a plein de portefeuilles qui sont capables de générer un rendement de 5 net des frais à long terme. Puis il y en a que c'est plus que ça. Bon, si quelqu'un prend $1 million et verse ça dans un produit qui génère de l'intérêt du revenu étranger, là, ceci dit, ces jours-ci, c'est très difficile de trouver des produits qui versent 5 d'intérêt. C'est possible, mais c'est rare. Des stocks à dividendes à l'étranger qui versent 5 de dividendes, c'est possible aussi, mais c'est rare. Puis en général, si un stock paye 5 de dividendes, c'est parce qu'il y a un risque quelconque. La bourse pense qu'ils vont peut-être couper leurs dividendes ou il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, on va faire croire que ça existe encore, des taux d'intérêt plus élevés, et quelqu'un reçoit 50 000 d'intérêt. Bien, 50 000 d'intérêt ont plus du 80 000 de revenus. Ça veut dire que l'impôt à payer là-dessus, c'est 16 809 $. Si quelqu'un gagne une sécurité de vieillesse, ça, c'est l'autre chose à tenir en compte. Ce n'est pas juste l'impôt sur votre placement, mais c'est qu'est-ce qui est l'impact de votre déclaration. Quel est l'impact de votre déclaration sur vos bénéfices sociaux comme la sécurité de vieillesse? Dans ce cas-ci, quand vous déclarez au-delà d'un certain montant, à l'entour de 80 000 bien, chaque dollar que vous déclarez de plus, il y a une récupération de votre sécurité de vieillesse. Ça veut dire que le gouvernement va venir reprendre le bénéfice de sécurité de vieillesse qui est disponible pour la plupart des Canadiens. Et dans ce cas-ci, bien, vous perdez la totalité de votre sécurité de vieillesse. Donc, la liquidité après impôt, puisque vous avez choisi une formule qui n'était pas fiscalement optimisée, ben, c'est du 50 000 il reste 25 779. Un taux d'imposition effectif de 48,4 %. Donc, si vous ne collectez pas de sécurité de vieillesse, ben, c'est 50 000 moins 16 800. Donc, ça, c'est toutes des questions personnelles. Mais si vous êtes intéressé, on peut faire la mathématique pour vous aussi. Si quelqu'un achète des stocks à dividendes, ça, c'est quand même assez populaire. C'est difficile de trouver des stocks à dividendes qui versent 5 aujourd'hui, mais disons que c'est possible et que vous achetez des stocks à dividendes canadiens qui versent 50 000 bien, déjà, c'est mieux que de l'intérêt ou du revenu étranger. La facture fiscale va descendre de 16 000 à 10 000 ou à peu près. Par contre, des dividendes canadiens, ce n'est pas super pour préserver votre sécurité de vieillesse dans certains cas parce qu'il y a une majorisation de votre dividende éligible, puis c'est le dividende majorisé qui va dans le calcul pour votre sécurité de vieillesse, avant le crédit. Donc, ça l'effet, dans ce cas-ci, d'éliminer complètement votre sécurité de vieillesse. Donc, du 50 000 c'est quand même mieux que l'intérêt. Il reste 32 215 $, ce qui veut dire un taux effectif de 35,6 %. Encore une fois, je tiens en compte d'une sécurité de vieillesse qui a été perdue. S'il n'y a pas de sécurité de vieillesse, sur 50 000, un dividende canadien, ça veut dire à peu près 10 000 $ d'impôt, donc à peu près 20,4 % d'impôt. Donc, ça dépend de votre situation personnelle. Des gains au capital, 50 000 $, c'est mieux que des dividendes. De 50 000 $, il vous reste 38 000 $ ou un taux d'imposition d'à peu près 23 %. Et voici les versements fiscalement optimisés de fidélité. Et ceci, c'est pour les premiers 33 ans. Dans ce scénario-là, cette colonne ici dure 33 ans. Après 33, donc si quelqu'un prend sa retraite à 60, ça va être un taux d'imposition de 11,1 % basé sur ce scénario-là. À 93 ans, le taux d'imposition pour le même 50 000 $ augmente à 26,5 %, qui est toujours mieux qu'un dividende, qui est quand même très populaire au Canada. Donc, un versement fiscalement optimisé, ben, il y a de l'impôt à payer. Si vous lisez la partie en bas, vous allez voir qu'est-ce qu'on assume pour ce scénario-là. On assume sur $1 million, il y a 10 000 $ de dividendes éligibles distribués le mois de novembre de chaque année et 10 000 $ de distribution de gains au capital distribués encore une fois le mois de janvier de chaque année. Ça veut dire que sur le 50 000 $, il y a 20 000 qui est taxable, moitié dividende, moitié gain au capital, puis il y a 30 000 $ qui est du remboursement de capital. Ça veut dire que ça apparaît nulle part de votre relevé d'impôt.
pour une très longue période de temps. Mais ça finance votre retraite pareil. Donc, de 50 000 $, il vous reste 44 432 $. Là, c'est clair qu'il y a plus de gains au capital à payer à la fin, mais pendant 33 ans, vous avez eu une qualité de retraite supérieure. Donc, si je compare juste aux dividendes, c'est 12 000 $ pour le même 50 000 $, pour le même rendement, pour le même revenu. On a 12 000 $ chaque année dans nos poches de plus, fois 33 ans. Donc, si vous voulez vivre une retraite de plus grande qualité, ben, vous avez plus de choix avec ces 12 000 pièces-là. Si vous n'avez pas besoin de 12 000 $ de plus, 32 000 $ comme le dividende canadien, c'est assez. Mais c'est pas compliqué. Le 12 000 de plus, laissez-les dans le fond. C'est ça la beauté de notre amélioration. Vous pouvez réduire votre 50 000 $. Ici, c'est flexible. Là. Tandis que quand vous achetez une compagnie qui paye un dividende, vous ne pouvez pas leur demander non, paye-moi moins de dividende. Je veux le reste en gain au capital. Là. Vous ne pouvez pas faire ça. Ben, avec nous, vous avez le choix. Donc, on peut réduire le montant de revenus qui est payé dans notre compte. Et comme ça, l'argent qu'on ne prend pas, elle reste dans le compte, puis elle fait des petits bébés. Donc, le 12 000 $ par année, on l'accumule pendant 33 ans avec un rendement composé additionnel. Donc, bref, tout ça pour dire que l'efficacité fiscale des solutions fiscalement optimisées de fidélité, c'est vraiment, vraiment difficile à battre. Donc, indépendamment de votre CDR, je vous dirais, c'est surtout difficile à battre si vous voulez être diversifié. Si vous voulez être 100% à la bourse, il y a des petits avantages fiscaux, mais aussitôt, je dirais pas juste petit, le remboursement de capital, ça compte aussi, mais aussitôt que vous voulez un portefeuille qui est digne d'un portefeuille de retraite, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit diversifié, parce qu'à la retraite, il ne faut pas qu'un portefeuille soit trop. C'est là que ça fait un très, très beau travail. Donc, ça, c'est la fin pour la présentation ou le visuel, les différents visuels que je voulais utiliser. Je ne sais pas si le groupe ou les gens ont des questions, mais je suis disponible. Je peut-être, Ghislain, merci premièrement beaucoup pour la présentation. Ce qui est le fun avec Ghislain, pour ceux qui mettent toujours en doute son énergie, bien, je pense que vous le voyez à chaque fois. Juste peut-être certaines clarifications, Ghislain, que je vais me permettre de mentionner en termes de langage qu'on utilise pour nos clients. Alors, quand vous avez entendu Ghislain parler des comptes taxables, souvent dans notre langage à nous, on va parler des comptes qu'on appelle non enregistrés. Donc, on va parler des comptes marge, on va parler des comptes au comptant. Aussi, on va parler des compagnies de gestion. C'est ce que Ghislain mentionnait quand il parlait des comptes taxables, taxables étant impôts. Une chose qui est très importante, puis je vais me permettre de faire cette publicité-là pour certains de nos partenaires, dont entre autres, évidemment, Fidélité et Ghislain, c'est que la structure corporative, vous avez peut-être entendu aux nouvelles que certaines compagnies ont perdu l'avantage de cette structure corporative-là parce qu'au fil des années, ils ne l'avaient pas bien gérée. Alors, c'est une belle publicité, mais c'est important pour nous de s'assurer quand on fait notre due diligence ou notre diligence raisonnable envers nos partenaires, comme Fidélité, de s'assurer que leur structure va demeurer toujours fiscalement avantageuse. Et c'est le cas dans le cas de Fidélité, évidemment, et peut-être que Peter là, en avait parlé, Peter Bowen, le fiscaliste, en avait parlé la dernière fois. Mais c'est hyper important de s'assurer que justement, parce qu'on a souvent ces questions-là avec nos clients, justement, est-ce que cette structure-là est là pour rester? Tant aussi longtemps que le gouvernement ne changera pas la loi fiscale, puis on ne pense pas qu'ils vont en changer à court terme, mais c'est important de s'assurer que le revenu d'intérêt et ou étranger, parce qu'ils sont imposés de la même manière, ne nous impacte pas pour nos clients. Alors, ce que je trouve d'extraordinaire, encore une fois, c'est toujours d'essayer de croître et de trouver les meilleures solutions. C'est l'amélioration que vous avez apportée à votre structure. Je pense que l'idée du 5 et 8 %, on a très bien entendu, Ghislain, que 8 %, c'est peut-être un peu difficile dans un portefeuille équilibré à soutenir et à maintenir, surtout dans le contexte actuel. Par contre, la flexibilité, nous faisons toujours des plans de retraite à 4 %. Et une des raisons pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut s'assurer la paix d'esprit à long terme pour nos clients, mais aussi, en fait, en retenant ce que tu mentionnes, le fait qu'on peut personnaliser maintenant
entre 0 et 8 ça donne un avantage encore plus solide quand on fait notre plan de retraite. Alors, somme toute, je vais me permettre encore une petite aparté parce qu'on la suit depuis 20 ans, la structure corporative. Je pense que Ghislain, dans l'exemple qu'il vous a donné au niveau du 10 000 et le 10 000 de dividendes et 10 000 en gain capital, c'est très, très, très conservateur. Nous avons une règle de pouce quand on regarde avec les revenus ou les impôts déclarés auprès de notre clientèle chaque année. C'est beaucoup plus près de l'ordre de 75 de remboursement de capital et 25 dividendes et gain de capital. Alors, encore une fois, ça nous donne une marge de manœuvre et j'aime le fait que Fidélité prenne le fait qu'il y a 60 de remboursement de capital plutôt que 75. Donc, encore une fois, dans le plan, on demeure toujours conservateur. Alors, sur ce, je me suis permis, je ne sais pas si Christelle, Myriam, vous voyez s'il y a des questions. J'en voyais pas, moi, tout à l'heure. Myriam, Christelle, peut-être juste enlever non, je n'en vois pas non plus. Pas pour le moment. Alors, Ghislain, écoute, encore une fois, c'est hyper, hyper apprécié. J'espère, on va peut-être avoir des questions de nos clients un petit peu plus tard. Souvent, c'est ce qui arrive. Alors, encore une fois, on sait que vous êtes disponible si jamais il y a des calculs à faire. D'un autre côté, merci pour le temps. Merci pour l'explication. Et encore une fois, merci pour toujours essayer d'améliorer le processus pour que les clients puissent en bénéficier à long terme. Avec plaisir, Guy. Bonne continuation. Au plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous tous.